Les États-Unis sous le choc, une semaine après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis lors d'une interpellation. Les manifestations gagnent tout le pays, plus de 140 villes américaines sont le théâtre de soulèvements. Et pour en parler ce soir, Laurie Kenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste des États-Unis. La situation est extrêmement tendue, on le disait, des émeutes se multiplient dans tout le pays, si bien que Donald Trump a fini par prendre la parole hier, en menaçant carrément d'envoyer l'armée, un discours un peu surréaliste qui a été fait depuis la Maison-Blanche aux airs de camps retranchés. Pendant ce temps-là, les couvre-feux sont ordonnés dans plusieurs villes du pays. Est-ce que la situation est toujours sous contrôle, Laurie Kenton ? Alors ça dépend où, il y a une forte variabilité et les couvre-feux ont un effet qui est assez inégal parce que les couvre-feux accentuent les face-à-face avec la police. Donc ça n'a pas forcément une vocation à la désescalade. Mais ça, ce sont des choses qui sont vraiment décidées au niveau local. Ce n'est pas du tout le président qui s'occupe de ça. En revanche, ce qui était vraiment surréaliste, c'est après le discours, quand il traverse le petit parc Lafayette et qu'il va à l'église qui était complètement barricadée avec sa Bible et puis son air très sérieux, où un certain nombre de manifestants pacifiques, dont des journalistes, ont été dégagés à coups de, on le voit à l'image, en effet, de grenades lacrymogènes pour qu'il fasse sa petite photo. Alors on le voit, il pose un peu comme un mannequin, il a l'air très sérieux. Donc tout ça pour une photo, il y a eu énormément de reflux dans les médias là-dessus. La présidence de l'image, plus qu'une présidence du verbe, et surtout pas une présidence de l'action. Il dénonce des actes de terrorisme intérieur, pour parler des manifestants. Justement, il est toujours dans la provocation, une sorte de rapport de force permanent. C'est quoi sa stratégie ? Sa stratégie, c'est d'essayer de capitaliser sur ce qui lui reste, c'est-à-dire un discours de la force, de la loi et de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, parce que on voit bien, c'est des images qui sont désastreuses à l'international, parce que pendant ce temps-là, la Russie et la Chine se frottent les mains. L'ennemi américain ou le rival américain est en proie à des images qui sont quand même assez tristes. On voit des villes en flammes. Et donc tout ça est très mauvais à l'extérieur. Alors, évidemment, à l'intérieur, ça ne va pas forcément dans son sens. Il essaye de se raccrocher à un discours de la fermeté, de la loi, de l'ordre. Oui, vous parlez de loi et l'ordre. Il l'a tweeté, Law and Order, voilà. Ça a été le... Ah oui, mais on est dans le slogan, c'est simpliste, c'est très trumpiste, c'est un homme de télé-réalité, donc il fait vraiment dans le slogan, et ça marche chez une petite partie de l'électorat, mais c'est pas comme ça qu'il va élargir sa base. Est-ce que ça marche en plus très concrètement par exemple, il met la pression sur les gouverneurs en leur disant très clairement si vous n'agissez pas, j'agirai à votre place. Il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger en gros les citoyens. Vous dites que c'est du bluff ? Alors, en fait, concrètement, c'est très compliqué pour un président d'agir à la place des gouverneurs et malgré les gouverneurs. Il peut apporter un concours fédéral aux gouverneurs, mais par exemple, la garde nationale, c'est les gouverneurs qui décident et qui sont relativement souverains. Le président, il est un peu en surplomb par rapport à ça. Et pour Trump, ça crée une espèce de sentiment de frustration parce qu'il aimerait bien envoyer les chars pour mater tous ces petits sauvageons, mais il ne peut pas. Donc, il est obligé de dire aux gouverneurs, faites le boulot, et après, il leur dit, mais de toute façon, vous êtes démocrate, vous ne faites pas le boulot. Regardez, chers électeurs, vous n'allez pas voter pour ces gens qui sont des faibles. Alors on va revenir justement sur l'impact que ça aura probablement sur la campagne. Avant ça, sur les émeutes, on parle de Miami, en passant par New York, Atlanta. C'est une explosion de violence qu'on n'a pas vue depuis longtemps aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un caractère particulier ou inédit à celle-ci ? Alors, ce qui est assez inédit, déjà un premier point, c'est que oui, il y a de la violence, il y a des émeutes, il y a des tas de choses comme ça, mais il y a aussi énormément de manifestations pacifiques dont on parle moins parce qu'on parle moins des trains qui arrivent à l'heure. Et ça, c'est quand même assez dommage. Et on a un certain nombre, grâce aux réseaux sociaux, d'images amateurs de manifestantes noirs, pacifiques, qui disent à des antifas, on en a vu, qui étaient en train de taguer un Starbucks, leur dire « mais arrêtez parce que vous nous faites passer pour n'importe quoi », alors que nous, on n'est pas là pour taguer sur l'anticapitalisme. Donc il y a aussi une sorte de récupération du mouvement par un certain nombre de gens plus ou moins bien intentionnés. Il y a des pillages, ça il y en a toujours. Donc c'est assez complexe en fait. Et il ne faudrait pas réduire le mouvement sur les émeutes quand même, ou alors même des mouvements pacifistes, mais de grandes manifestations suite à des bavures policières, est-ce que celles-ci ont un caractère spécial qu'on n'a pas forcément vu, par exemple, lors du tabassage de Rodney King, on est en 91, il y a des émeutes, 50 morts.
Est-ce que cette fois-ci, il y a des choses qui sont en train de se créer différemment? Ce qui est assez nouveau, c'est les fraternisations de la police. Il y a plus de blancs, on n'est plus dans un clivage, les noirs manifestent contre la police blanche et les blancs. Parce que déjà, la police est moins uniformément blanche qu'avant, elle est déjà plus noire, elle reflète en fait la répartition raciale et celle de la population maintenant. Et aussi ce qu'on voit, c'est des blancs qui manifestent avec les Noirs par solidarité. Et ce qu'on voit aussi, qui est assez nouveau, c'est des policiers blancs qui enlèvent leur casque et qui disent, qui se mettent à genoux aussi, et qui disent « Nous, on n'est pas contre vous, on est avec vous ». Oui, on a vu des images très impressionnantes de policiers à genoux. Oui, 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 en signe de solidarité. Et on voit l'image, en effet. En signe de solidarité, vous le dites. Alors, Oui, oui. on parle d'émeutes, de manifestations importantes d'un pays qui n'en peut plus du racisme. Est-ce que, également sur je pense notamment aux inégalités économiques, l'épidémie du coronavirus a joué un rôle aussi? Ce qui est indéniable, c'est que ces événements n'arrivent pas dans un contexte complètement vide, hein. Et donc, le coronavirus a eu un impact démesuré sur la population noire, en amont et en aval, parce que c'est une population qui a beaucoup de problèmes de santé, parce qu'elle a moins accès à des soins préventifs, mais elle a moins accès, une fois qu'elle est affectée par les syndromes, elle a moins d'accès et moins de couverture sociale pour se soigner. En plus, elle est plus exposée professionnellement, elle peut moins faire du télétravail que les Blancs, donc il y a une exposition disproportionnée des Noirs. Et donc forcément, des bavures policières de ce type-là qui s'inscrivent dans un contexte de coronavirus, donc de mort, plus d'effondrement économique, forcément, ça accélère, ça catalyse la colère. Oui, avec une population 3 fois plus touchée que les autres, hein, par cette épidémie, vous le disiez. Alors, on est quand même à 5 mois de la présidentielle, vous en parliez en début de cette interview. Trump, d'ailleurs, n'a pas manqué de le rappeler avec un nouveau tweet lapidaire ce week-end, avec 2 mots, une date, 3 novembre. Point. Justement, est-ce qu'il peut récupérer le mouvement ou quelles peuvent être les conséquences? Alors pour l'instant, c'est très mal engagé. C'est-à-dire que les derniers sondages que j'ai vus, qui valent ce qu'ils valent, qui sont toujours à un instant T, sont très mauvais pour la perception de sa gestion de la crise, dans des segments qui sont décisifs. Les femmes de banlieue, les indépendants, et même chez les évangéliques, la perception est négative. Il n'y a que les gens qui ont voté Trump en 2016 qui trouvent qu'il s'en sort plutôt bien, ce qui n'est pas forcément très surprenant, et encore pas tous. Donc si l'élection était demain, ça serait assez mauvais pour lui. En plus, il y a un certain nombre de gens qui disent que la situation actuelle leur donne plus envie de voter Biden que de voter Trump. Est-ce que c'est bon pour les démocrates? Pas forcément non plus. Si. C'est-à-dire que si c'est mauvais pour l'un, c'est bon pour l'autre, parce que les électeurs maintenant fonctionnent dans un sens un peu négatif, ce qu'on appelle negative partisanship en sciences politiques, c'est-à-dire qu'on ne vote pas forcément pour, on vote contre. Alors justement, est-ce que Joe Biden, là, qui d'ailleurs parle aujourd'hui, peut être audible ou profiter de cette occasion-là? Lui, son grand jeu, ça va être de se présenter comme l'anti-Trump, c'est-à-dire en termes de comportement, en termes d'empathie. Il va être plus à l'écoute, il va être plus le président de la réconciliation, plus que Trump qui est le président de la discorde, de la division, de l'huile sur le feu. Donc il a beaucoup à jouer aussi pour faire oublier un certain nombre de ses casseroles. Souvenons-nous, la semaine dernière, il a fait des déclarations qui ont été un peu sorties de leur contexte, mais enfin qui ont fait polémique sur un noir qui vote Trump et pas vraiment un noir. Et donc c'était la semaine dernière, ça a l'air d'être tellement vieux maintenant, mais toutes les semaines, il y a quelque chose qui fait oublier la semaine précédente. On ne sait pas où on en sera la semaine prochaine, et encore moins dans 3 semaines, et encore moins le 3 novembre. Un dernier mot sur Obama. On rappelle que Joe Biden, c'est l'ex numéro 2 de l'ancien président. Il est sorti de sa réserve hier, en s'adressant notamment aux jeunes. Est-ce que lui, il peut aussi jouer un rôle? Alors lui, il est très populaire. Il est beaucoup plus populaire que Trump, donc il a un rôle de vieux sage un petit peu. Il utilise sa parole politique avec parcimonie, ce qui la rend plus précieuse. Trump est capable d'envoyer 120 tweets par jour. Donc la parole politique de Trump est dévaluée parce qu'elle est trop fréquente. Donc Obama a une capacité à adresser des messages aux jeunes en particulier pour leur dire de voter, mais pas voter seulement à la présidentielle, voter aux élections locales, parce que c'est aux élections locales que toutes les affaires de police se décident. Et donc, voter seulement à la présidentielle, c'est répondre à une partie du problème, mais pas du tout à ce qui se décide au niveau local. La police est municipale. Eh bien, on verra s'il a été entendu. Merci à vous. Merci beaucoup, Loïc Henneton, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission consacrée à cette phase 2, tant attendue, du déconfinement. C'est dans l'air avec Caroline Roux. C'est tout de suite.